J'ai commencé à donner des cours à la Suite School à Lausanne. C'est une des 2 écoles de formation de professionnels de l'immobilier en Suisse romande. Vous avez l'USPI, l'Union Suisse des professionnels de l'immobilier, et la Suite School, qui est donc l'école dans laquelle je donne des cours, dans laquelle j'ai fait le brevet fédéral d'expert en estimation immobilière, qui est aussi présente à Lausanne. Et en fait, à travers ces cours, je me suis rendu compte que je donne de l'expertise immobilière pour un certificat de base de courtier en immobilier. Et donc, on voit toutes les façons, toutes les méthodes d'évaluer un bien immobilier. Et à travers cette vidéo, je voulais simplement vous résumer un petit peu comment est-ce que on fonctionne pour faire l'évaluation d'un bien immobilier. Ça peut vous être utile si jamais une fois vous devez vendre et vous voulez challenger un peu votre courtier, ou bien si simplement ça vous intéresse, quoi. Si on prend par exemple une maison, pour commencer avec quelque chose de assez basique, et puis qui concerne beaucoup de personnes. Une maison, c'est simple. Pour construire la valeur d'une maison, on va simplement aller étape par étape. Donc on va se dire, bon, la maison, c'est un terrain, dessus il y a de l'herbe, et à un moment donné, on va mettre une maison. Donc en gros, la valeur d'une maison, c'est la valeur du terrain plus la valeur de la maison dessus. Évidemment, si votre maison a 30 ans, elle n'a pas la même valeur que si votre maison est neuve. C'est logique, c'est ce qu'on appelle de la vétusté. C'est simplement la vieillesse du bâtiment avec le temps, parce que c'est normal, comme je l'ai expliqué d'ailleurs dans pas mal de vidéos, et c'est aussi pour ça que souvent je challenge le droit distinct et permanent, le DDP, qui commence à être démocratisé notamment par Coca. C'est très bien, mais par contre quand vous achetez un DDP, vous achetez que le bâtiment et vous achetez pas le terrain. Donc vous êtes locataire du terrain. D'ailleurs très répandu en Angleterre. En Angleterre souvent ça fonctionne comme ça. Donc, ça veut dire que par exemple à Londres, la majorité des terrains appartiennent à la famille royale. Et donc, quand vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison sur le terrain de la famille royale, simplement vous louez le terrain de la famille royale. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le DDP ici en Suisse. Tout ça pour dire que dans une construction de la valeur d'une maison, vous avez la valeur du terrain qui n'a pas de vétusté, parce que le terrain ne vieillit pas. Le terrain, il ne faut jamais le remplacer. Il est là, il restera là. Puis la valeur du bâtiment, la valeur de la maison, qui, elle, par contre, diminue avec le temps. Parce que la valeur d'une maison, c'est comme ça, en gros. Vous avez sa valeur ici, ok ? Vous avez sa durée de vie ici, c'est 2 axes, très simple. Quand vous la construisez, elle est au maximum de sa valeur, puis elle est au temps zéro. Et puis, plus le temps passe, et plus elle va vieillir. Ça diminue comme ça. Puis au bout d'un moment, ça ne diminue pas jusqu'à zéro. À partir du moment où on arrive à zéro, on la détruit. Mais c'est assez rare qu'on arrive vraiment à zéro, quoique c'est possible. Tout ça pour dire que quand vous achetez une maison, eh bien, peut-être que vous l'achetez par là, quoi. Donc vous devez toujours avoir conscience qu'au bout d'un moment, vous allez devoir faire des travaux. Et les travaux que vous allez faire, eh bien, ils sont censés ramener la valeur au maximum de la valeur maximale de la maison, même que ça n'arrivera jamais à la valeur maximale. Okay, et puis, vous allez ralentir le vieillissement de cette manière-là. Donc, typiquement, chaque fois que vous allez faire des travaux, vous allez ralentir le vieillissement de cette manière-là. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on traite une maison, la valeur d'une maison. Et puis, quand vous faites une valorisation, eh bien, peut-être que vous êtes là. Donc ça, c'est le 100% de la valeur, d'accord, qui est valable uniquement à la construction dès le départ. 100% de la valeur du bâtiment, après il vieillit directement. Peut-être que vous êtes là, peut-être que vous êtes là. Et donc c'est à vous de déterminer en fonction de la vieillesse du bâtiment où est-ce que vous êtes dans cette courbe. Concrètement, comment est-ce que vous faites ? Eh bien, vous allez déterminer la valeur du terrain et ensuite vous allez ajouter la valeur de la maison. Donc terrain plus maison, c'est égal à la valeur de votre immeuble, la valeur de la maison en entier. Maintenant, encore faut-il savoir comment on estime la valeur du terrain, comment on estime la valeur de la maison. Ça, j'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet qui s'appelle la valeur intrinsèque et qui vous explique concrètement comment est-ce qu'on fait d'un point de vue constructif pour déterminer la valeur de la maison et la valeur du terrain. Accessoirement, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires et peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet. Ensuite, on peut passer cette fois à se concentrer sur la valeur d'un appartement. Comment est-ce que vous faites pour estimer la valeur d'un appartement ? Eh bien, contrairement à la maison, l'appartement, on ne va pas repartir du principe qu'on va le construire à nouveau, mais là, c'est simplement des francs par des mètres carrés. Vous le voyez sur toutes les annonces immobilières, c'est comme ça que vous estimez, c'est comme ça que votre banquier estime. Donc c'est comme ça qu'on voit tous les appartements et tous les prix des appartements en Suisse. Mais maintenant, encore faut-il savoir, et ça c'est une grosse question surtout en Suisse, de quel mètre carré est-ce qu'on parle ? Parce que oui, vous avez plein de façons de faire différentes pour calculer le nombre de mètres carrés. Alors qu'en France, on a la loi qui s'appelle la loi Carrez. Ici en Suisse, on n'a aucune loi de surface et de mètres carrés sur le territoire. Ça veut dire que vous faites comme vous voulez. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Genève, c'est pas pareil qu'en Valais, c'est pas pareil que sur le canton de Vaud, c'est pas pareil qu'à Fribourg, c'est pas pareil qu'à Neuchâtel, c'est pas pareil que dans le Jura. Donc vous avez à peu près n'importe qui calcule à peu près n'importe comment les mètres carrés de vente que vous voyez sur vos annonces. Et ça, c'est très frustrant pour les propriétaires, c'est très frustrant pour les acheteurs, c'est très frustrant pour les courtiers. Parce qu'en tant qu'acheteur, vous achetez des francs par mètre carré, mais si les mètres carrés sont plus élevés que la réalité ou que ce que vous pensez, vous êtes en train de payer quelque chose que vous pensez payer pas cher, que vous êtes en train de le payer cher. Pour les vendeurs, c'est frustrant parce que potentiellement votre appartement a plus de mètres carrés que celui de votre voisin, mais affiché sur les publications en ligne, peut-être que votre voisin il a mis plus de mètres carrés que vous. Et en tant que courtier, c'est très frustrant parce que vous êtes incapable d'expliquer comment est-ce que vous arrivez à un certain nombre de mètres carrés à vos propriétaires.
Et surtout, si vous êtes en concurrence avec des autres courtiers et que les autres courtiers en concurrence avec vous ont plus de mètres carrés que vous dans l'estimation qu'ils font à votre demandant. Donc ça, c'est un gros sujet, gros sujet. D'ailleurs, dans les associations immobilières suisses, c'est un gros sujet. L'USPI a émis des recommandations par rapport à ces mètres carrés et ces calculs de surface de vente pour chaque canton. Maintenant, tous les cantons n'ont pas voulu participer à ces recommandations et valider ces recommandations. Donc au final, bon, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à avant. Au moins, on a une espèce de base pour savoir comment est-ce que ça fonctionne en Valais et ailleurs, mais on n'a pas de règles définitives valides pour tout le monde. Vous avez des cantons qui comptent la surface habitable nette. J'entends par ça, là aussi, la surface utile principale, donc les mètres carrés balayables, c'est comme ça qu'on les appelle, ça veut dire les mètres carrés qu'on peut directement balayer, hors mur intérieur, hors mur extérieur. À ça, on va ajouter les murs intérieurs. Ça, typiquement, c'est la mesure laser de mur à mur, hein. En gros, on peut dire ça comme ça, mur à mur. On prend un laser, on mesure de mur à mur dans chaque pièce et on arrive à déterminer la surface. Accessoirement, c'est la surface de location également, la surface que vous utilisez pour la mise en location. Et donc, c'est ça la surface que vous allez trouver additionnée donc, de toutes les pièces. On rajoute les murs intérieurs, on a la surface habitable, si je peux l'appeler comme ça, bien qu'il n'y ait pas de loi qui parle de ça. Accessoirement, même la SIA 416, qui est la norme de la Société des ingénieurs et architectes, ne parle pas de surface habitable. Pourtant, tout le monde utilise le terme surface habitable, mais au final, personne ne sait ce que c'est vraiment. Donc voilà, ça c'est la particularité de la Suisse. Mais enfin, quand vous avez cette surface habitable, qu'on peut dire surface habitable nette, surface balayable plus les murs intérieurs, et bien là, vous êtes typiquement sur le canton de Vaud, sur le canton de Fribourg, sur le canton de Neuchâtel. On va appliquer la surface pondérée à ce stade, surface pondérée qu'on peut appeler aussi surface de vente nette. Et puis qui est l'addition de la surface habitable plus la moitié des balcons. Vous avez déjà entendu parler de ça, je pense. Ou alors le tiers de la terrasse, par exemple. Certains font le 1/10 du jardin, par exemple. Donc voilà. Mais des fois, il y en a qui font 1/5 de la terrasse si la terrasse est trop grande. Souvent, on dit 1/5 de la terrasse si la terrasse fait plus de la moitié de la surface de l'appartement. Bon, de nouveau, ça c'est de la théorie. Et donc ça, c'est pour VD, Fribourg, Neuchâtel, a priori Jura aussi, si je ne me trompe pas. Et ici, vous avez le Valais, qui évidemment ne fait pas comme les autres. Et le Valais qui va utiliser une surface brute pondérée cette fois. Ça veut dire une surface de vente brute, une SVB. Et puis là, on va rajouter les murs extérieurs plus la moitié des murs mitoyens. La moitié des murs mitoyens, c'est quoi? C'est les murs entre deux appartements, par exemple. Donc le mur qui donne sur l'extérieur sera pris en entier. Si c'est 35 cm de mur extérieur, c'est 35 cm compté. Et puis si le mur entre notre appartement et l'appartement du voisin fait 20 cm, et bien dans ce cas-là, on va compter 10 cm. Voilà, donc c'est ça la moitié du mur mitoyen. Donc on prend cette surface en plus, on additionne encore la moitié du balcon, ou le tiers de la terrasse, ou le 5e de la terrasse, ou le 10e du jardin. Okay, et puis, on aura la surface de vente brute. A priori, Genève fait à peu près comme le Valais aussi. Mais de nouveau, quand vous allez chercher des annonces sur Internet, vous allez voir des surfaces qui sont très différentes les unes des autres. Parce qu'il y a plein de courtiers qui ignorent ça. Il y a plein de courtiers qui n'appliquent pas ça. Il y a des courtiers qui font complètement au bol. Il y a des courtiers qui mettent la surface qu'ils trouvent sur l'extrait du registre foncier. Il y a des courtiers qui prennent la surface habitable nette à l'intérieur. Il y a des courtiers qui prennent tous les murs ce qu'ils peuvent prendre. Le pire que j'ai vu, je crois que c'est la pondération de la cave. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, il y a certaines limites. Mais vous pouvez voir de tout et n'importe quoi avec la surface des appartements. Tout ça pour dire que dans l'évaluation d'un appartement, on va compter un prix par mètre carré. Et comme la maison, l'appartement qui est vieux, eh bien, on aura une certaine vétusté. Donc, c'est soit vous comparez ce qui se passe avec le marché autour de vous. Et donc, vous allez pouvoir trouver des comparables sur Internet, typiquement avec des appartements qui sont plus ou moins similaires aux vôtres. Et donc, dans ce cas-là, vous prenez un franc par mètre carré directement de ce que vous trouvez comparable. Ou alors, vous partez du principe que vous prenez un franc par mètre carré à neuf et puis vous allez déduire une certaine vétusté que vous arrivez à déterminer d'une manière ou d'une autre. Si par exemple, votre appartement perd 0,8% de sa valeur chaque année parce qu'il a une vétusté de 0,8% par année, c'est des chiffres qui sont relativement raisonnables. Puis c'est un peu une moyenne comme ça, si vous voulez avoir une idée. C'est comme pour la maison, vous pouvez enlever 0,8% de la valeur de la maison par année. Ça vous donne à peu près une idée de à quelle vitesse est-ce que ça vieillit. Mais bon, de nouveau, c'est dur à dire comme ça parce que tout dépend de l'entretien que vous y apportez, tout dépend des rénovations que vous allez réaliser. Donc voilà, ce n'est pas une science exacte. C'est comme ça que vous avez une des méthodes de déterminer la valeur d'un appartement. Et puis l'autre façon de faire, eh bien, c'est une valeur de rendement. Et ça, peut-être que vous allez le comprendre, peut-être que vous l'avez déjà utilisé. La valeur de rendement, c'est simplement un état locatif divisé par un taux. Le taux de rendement attendu sur votre investissement. Ça donne votre valeur de rendement. Ça, c'est la seule et unique méthode que vous voulez utiliser, vous, en tant qu'investisseur, quand vous achetez un bien de rendement. Vous devez faire très attention de ne pas utiliser des francs par mètre carré pour faire l'acquisition de votre appartement.
sur la base de la rentabilité, parce que vous, ce qui vous intéresse quand vous achetez un appartement, c'est pas de savoir s'il est pas cher par mètre carré, c'est pas ça qui est important. Ce que vous voulez savoir en tant qu'investisseur, c'est quelle est la valeur de rendement de la propriété que vous achetez. Et deuxième élément important que vous voulez savoir, c'est est-ce que l'état locatif ici, cet état locatif, peut être augmenté ou pas? Ou alors est-ce qu'il est trop haut par rapport au marché? S'il est trop haut par rapport au marché, c'est-à-dire que plus tard, vous allez devoir baisser l'état locatif ici. Et si vous débaissez l'état locatif ici, évidemment, vous gagnez moins et donc la valeur de rendement diminue. Et là, vous perdez de la valeur dans votre état de fortune. Autre considération que vous pouvez avoir aussi en achetant un bien immobilier par du rendement, c'est vous dire, ok, bon bah moi le taux que j'ai réussi à obtenir, le taux de rentabilité que j'ai réussi à obtenir sur ce bien immobilier est relativement élevé et donc je sais que le marché est prêt à me l'acheter, à m'acheter mon bien immobilier de rendement avec un taux plus faible. Et dans ce cas-là, par contre, c'est très avantageux pour vous. Vous allez augmenter la valeur de rendement de votre bien immobilier. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est ici qu'il y a eu une destruction de valeur des immeubles en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, notamment chez les institutionnels surtout, où les institutionnels qui vraiment avaient beaucoup de liquidités à disposition et qui payaient des intérêts négatifs ont dû acheter des immeubles, souvent à partir de 8-10 millions et plus, beaucoup plus chers que le prix du marché. Pourquoi? Parce qu'il fallait liquider de l'argent et donc qui ont acheté par contre à des taux très bas déjà. Et donc le marché aujourd'hui s'est retourné un petit peu quand même pour ces immeubles de rendement. Et donc maintenant le taux du marché a augmenté. Ce que les investisseurs attendent, c'est un rendement plus élevé. Et donc ici dans ce cas-là, la valeur de rendement a diminué. C'est comme ça que eux ont détruit la valeur de leurs immeubles. Donc c'est très important de comprendre et très important de garder en tête cet élément ici. État locatif divisé par le taux, c'est les deux seules variables qui vous intéressent quand vous achetez un bien de rendement. C'est les deux variables que tout le monde va utiliser pour faire n'importe quelle valorisation pour acheter ou pas votre bien immobilier le jour où vous vendez. Donc c'est ces deux variables-là que vous voulez absolument maîtriser. Ça, vous ne pouvez pas maîtriser parce que c'est le marché qui décide, ok? Sauf si vous achetez très bon marché, bon voilà, si vous achetez avec une bonne rentabilité. Ou alors, ça, c'est le seul élément que vous pouvez maîtriser vous en tant que propriétaire réellement d'un bien de rendement, c'est l'état locatif que vous allez pouvoir obtenir. Et comment est-ce que vous faites pour l'optimiser? Eh bien, vous êtes soumis au droit du bail, vous êtes soumis à certaines règles, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Une législation qui est d'ailleurs relativement conséquente. Si vous voulez des informations rapides, c'est les articles 253 à 273 du Code des obligations. Vous pouvez également aussi chercher, pour avoir plus d'informations là-dessus, l'OBLF. Okay, c'est l'ordonnance sur les baux à loyer et à ferme qui va vous donner beaucoup plus d'informations aussi sur comment est-ce que vous faites varier cet état locatif. Un livre que je vous recommande très intéressant aussi, c'est les 400 questions du droit du bail. C'est un livre vert très intéressant qui va vous donner et vous guider sur toutes les étapes pour déterminer la valeur de rendement, qui va vous guider sur toutes les étapes à suivre, à faire, toutes les questions que vous avez en pratique quand vous achetez un appartement loué, comment est-ce que vous gérez le locataire, comment vous gérez la sortie, l'entrée, etc., l'augmentation de loyer, diminution de loyer. Ça répond à absolument toutes les questions. C'est un guide pratico-pratique très intéressant. Mais faites très attention à ça, j'attire votre attention là-dessus. Autant sur les surfaces, bon voilà, au pire vous pouvez les calculer. Certains courtiers qui essayent de tricher, ma foi tout le monde n'est pas ultra professionnel. Mais sur ce point-là des valeurs de rendement, vous devez absolument faire votre propre opinion là-dessus parce que vous voyez des annonces tous les jours, encore maintenant, des annonces immobilières qui vous disent « Ok, l'appartement est loué 1500 francs par mois, mais possible de le louer 2005 parce que c'est loué très bas. » Si vous achetez un bien immobilier comme ça, vous devez savoir que passer de 1005 à 2005, ça ne se fait pas comme ça. Et si vous respectez les règles, vous respectez la loi, ça ne se fait pas comme ça. Donc n'achetez pas un bien immobilier en partant du principe que vous allez pouvoir doubler le loyer. Ce n'est pas possible juridiquement. Vous devez le faire de manière très longue dans le temps et donc ça prend énormément de temps. Mais ça, par contre, c'est un argument de négociation avec un propriétaire. C'est un argument très important de négociation avec un propriétaire parce que si le courtier malheureusement fait mal son travail, que lui dans sa tête peut faire ce qu'il veut avec le loyer, c'est déjà que premièrement il n'a jamais investi et deuxièmement c'est qu'il est très mal renseigné et pas formé. Donc ça vous donne déjà une idée un petit peu de son état, de son sérieux dans sa profession. Et deuxièmement, vous devez lui expliquer ça. Vous devez lui expliquer que vous ne faites pas comme vous voulez et que vous êtes soumis à certaines règles et que malheureusement, vous ne pouvez pas doubler le loyer comme vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donne une idée un peu plus précise de ce que vous pouvez faire sur comment est-ce que vous faites pour estimer la valeur d'un bien immobilier. On a vu appartement, maison et valeur de rendement. Valeur de rendement qui s'applique essentiellement aux appartements, qui peut s'appliquer aux maisons des fois, évidemment pour les maisons louées, mais c'est relativement rare. Ce n'est pas la meilleure des valeurs, ce n'est pas la valeur la plus élevée en général. Et si vous voulez investir dans l'immobilier en Suisse et que vous voulez rentrer dans la plus grande communauté immobilière d'investisseurs privés sur le territoire en Suisse, eh bien je vous invite à jeter un coup d'œil à notre site internet inved.ch. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!